Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans la vallée de la Matapédia, la fermeture d'écoles et la fusion de plusieurs conseils d'établissement causent beaucoup de mécontentement. À Sainte-Apolline-de-Patonne, une mobilisation pour sauver l'école. À Salaberry de Valleyfield, le transport adapté reçoit une aide financière supplémentaire du gouvernement du Québec. À Chandler, lancement de la campagne Ensemble pour un avenir plus inclusif. À Donnacona, l'Association des personnes handicapées de Portneuf utilise l'improvisation dans le cadre du projet Une immersion pour tous. À Montjoly, le Centre d'action bénévole de la Métis organise des visites amicales pour recruter des bénévoles. À Baie-Saint-Paul, on souligne la 19e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes. À Thetford, la télévision communautaire de la région des Appalaches rend hommage à l'une de ses plus fidèles bénévoles. Et pour commencer cette émission, rendons-nous à Essipit, où une entente historique de respect mutuel a été conclue entre la MRC et la communauté Innu pour un développement harmonieux en Haute-Côte-Nord. Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Conseil de la Première Nation des Inuits Essipit et la MRC de la Haute-Côte-Nord renouvellent leur volonté de travailler main dans la main au développement socio-économique de la Haute-Côte-Nord par une entente signée le 18 mars à Essipit. Le chef d'Essipit, Martin Dufour, et la préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, se sont échangés leurs plumes pour la signature de ce que cette dernière a qualifié d'entente historique entre les deux organisations. Martin Dufour a annoncé que cette entente faciliterait les échanges entre les deux parties dans le but d'améliorer la qualité de vie des membres de la communauté d'Essipit et des citoyens de la Haute-Côte-Nord. C'est une page d'histoire que nous écrivons aujourd'hui dans notre partenariat et dans notre vivre ensemble, a quant à elle souligné Micheline Anctil lors de son allocution en conférence de presse. La dernière entente qui allait en ce sens datait de 2009 et pour Martin Dufour, il était temps de renouveler les vœux avec la MRC. C'est pourquoi un comité de gestion sera mis sur pied pour assurer un dialogue constant sur l'occupation et la gestion du territoire, chevauchant le Nitassinan d'Essipit et le territoire de la MRC. Martin Dufour a indiqué que des projets économiques seront à discuter, tout en mentionnant l'occupation du territoire et l'émission des baux de villégiature comme exemple de ce travail conjoint. L'entente de respect mutuel en vigueur durera 5 ans et sera renouvelable par consentement mutuel. Dans la vallée de la Matapédia, que ce soit à Cozapscal, Sayabec, Saint-Damien, Saint-Moïse et plusieurs autres villages, la fermeture d'écoles et la fusion de conseils d'établissement causent beaucoup de mécontentement, nous rapporte Émilie Chouinard de la TVC de la Matapédia. Le 18 mars dernier, le conseil d'administration du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a voté en faveur de plusieurs fusions de conseils d'établissement dans le secteur vallée de la Matapédia. L'école primaire Saint-Rosaire et la polyvalente Forimont de Cozapscal, ainsi que l'école primaire Sainte-Marie et la polyvalente de Sébec, verront leur conseil d'établissement regroupés. De plus, une fusion est aussi prévue dans les écoles primaires de Saint-Damas, la Volière de Saint-Noël et Sœur Rachel Fournier de Saint-Moïse. Les administrateurs ont ensuite entériné la fermeture de l'école de Saint-Vianney, une décision qui prendra effet à la rentrée 26-27. À partir de cette date, tous les élèves de Saint-Vianney et de Saint-Tarcisius seront accueillis dans l'école de Saint-Tarcisius. Cette fermeture, motivée par un faible nombre d'élèves, suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté. Plusieurs citoyens se sont exprimés mardi soir pour contester cette décision, rappelant que des consultations avaient déjà soulevé des craintes à l'automne dernier. J'ai rarement été indiscipliné, s'il vous plaît. Mais je me permets de te le mettre à soir.
Juste pour vous dire que vous avez pris un vote sur des chiffres qui n'étaient pas bons, même sur l'année de construction de l'école. Monsieur a mentionné, même la directrice, que l'école avait 80 ans. Si vous allez sur tout azimut, que tout le monde a droit, vous allez voir que l'école a 58 ans. OK? C'est pas un bâtiment de 80. Du gros azimut, tout le monde a accès à ça. Et je pourrais vous dire que j'ai fait ma première année à cette école-là, où ce que j'ai commencé en 64. Mais effectivement, l'école, les travaux n'étaient pas complètement construits. C'est en 67, le 11 novembre 67, qu'elle a été portée au rôle d'évaluation. Et quand j'étais à cette école-là, un de vos membres qui vient de voter contre, pas contre, mais pour, était avec moi en première année. Fait que je trouve ça triste que vous ayez voté sur quelque chose que vous n'étiez même pas tout à fait au courant, des faux chiffres, des fausses évaluations, et vous avez voté pour un choix. C'est pas fort en tant que commission scolaire. Vous êtes vraiment pas fort. En plus, comme que je trouve triste la salle que vous avez prise pour recevoir les gens ici ce soir. Félicitations. Le conseil d'administration a décrété un moratoire sur toute autre décision concernant les fermetures d'écoles jusqu'au 1er juillet 2027. Ce moratoire, qui suspend aussi les consultations prévues sur de possibles fermetures d'autres établissements dans la Matapédia, permettra au Centre de services scolaires de travailler en étroite collaboration avec les élus municipaux afin de trouver des solutions gagnantes pour l'avenir des écoles et des communautés locales. Marie-Pierre Guénette, directrice générale du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, a souligné l'importance de ce délai pour permettre un dialogue constructif entre les élus et le Centre de services scolaires afin d'aligner leurs priorités respectives. L'objectif est de réaliser la mission de chacun tout en minimisant les impacts pour les élèves et leurs familles. Ce gel des décisions permet également de mettre en œuvre les changements structurels décidés pour l'année scolaire prochaine, notamment le regroupement des conseils d'établissement dans le secteur Matani et Vallée de la Matapédia. Le moratoire offre un répit, mais pour de nombreux citoyens, le véritable enjeu reste entier. Comment assurer l'avenir de l'éducation en région sans sacrifier l'essence même de nos communautés? Il n'y a pas seulement que dans la vallée de la Matapédia que ça chauffe au niveau des fermetures d'écoles, et Mario Lacombe de CEMA TV nous rapporte qu'à Sainte-Apolline-de-Patonne, la population se mobilise pour sauver son école. Ils sont aux alentours de 80 personnes venues par autobus de Sainte-Apolline-de-Paton pour assister à la réunion convoquée par le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud de Montmagny. D'entrée de jeu, la présidente mentionnait qu'il n'y aura aucune décision de prise lors de cette assemblée et qu'une séance de consultation sera tenue à l'école de Sainte-Apolline le 1er avril prochain. Étant donné la situation, le maire et la directrice générale de Sainte-Apolline-de-Paton en ont profité pour passer un message aux membres du conseil d'administration. Sonia Gagné, directrice générale. Dans votre politique de maintien, là, ça dit qu'on est en collaboration et en communication avec le milieu. Nous, on n'a jamais été interpellés pour dire qu'il manquait des sous pour maintenir l'école. Nous, la municipalité a l'obligation, pas l'obligation, mais peut, en collaboration avec le centre de services scolaires, avoir des engagements avec vous pour maintenir l'école en vie. Tu sais, s'il manque des sous, on peut subvenir. On a des fonds pour ça. La municipalité est prête à faire son pas. C'est en collaborant et en communiquant ensemble qu'on va réussir à arriver à une solution. Pas en nous cachant des solutions. J'ai demandé également au maire de Sainte-Apolline-de-Paton qu'est-ce qu'il pensait de cette assemblée. Bruno Gagné. C'était court et bref, mais je suis content. Les gens sont mobilisés. On était tout près de peut-être 70, 75. Les gens sont encore mobilisés. C'est sûr que la période des questions très écourtée avec des règles un peu comme ça, c'est plus tough d'avoir des réponses. Donc, on n'a pas eu grand réponse, mais c'est correct, on est mobilisés. On va attendre au 1er avril. On va pouvoir poser plusieurs questions. Suite aux propos tenus par les membres du conseil d'administration du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, j'ai demandé au maire quelles étaient ses impressions. À nouveau, Bruno Gagné.
Je trouve qu'elle tourne... Non, en tout cas, je trouve qu'elle est bonne politicienne un peu parce que je trouve qu'elle tournait, mais on n'a pas de réponse claire. Puis je trouve qu'il y a un petit manque de transparence au niveau de sa directrice adjointe, là, qu'elle a mentionné que Mme Bégin n'avait pas parlé du 6-6, n'avait pas dit que le 6-6 pourrait nous tenir encore en vie lors de la rencontre du 24 avril, je crois, l'an passé, mais elle avait effectivement dit que si on avait 6 dans un cycle et 6 dans l'autre cycle, on n'était pas en danger. Chose que là, on est en danger parce qu'ils ont changé les critères de jeu en cours de route. Finalement, j'ai demandé au maire Bruno Gagné quelles étaient ses attentes concernant la consultation du 1er avril prochain. Je m'attends d'avoir au moins le double de personnes. Je suis pas mal sûr qu'on va payer au moins 150 personnes. On va être chez nous, à notre école, fait que ils sont mieux d'avoir des réponses comme il faut puis un beau dossier clair parce qu'ils ne pourront pas contourner les questions comme ça. Là, ça prend des réponses. On veut savoir l'heure juste. Puis on trouve qu'on est victime d'une injustice. Fait que on veut vraiment avoir les réponses claires. Donc, le prochain rendez-vous sera le 1er avril à l'école de Sainte-Apolline-de-Paton. Une réunion qui se veut de consultation. On nous a également mentionné qu'une décision finale sera prise dans les semaines qui suivront cette réunion. Mario Lacombe, à Montmagny pour CMA TV. Information. Isabelle Giard de CSUR.TV nous propose une balade en transport adapté à Salaberry de Valleyfield, le temps d'une entrevue avec le député Claude Reid. Le député de Beauharnois, Claude Reid, a confirmé par voie de communiqué le 11 mars dernier un ajout financier de 85 300 $ octroyé par le gouvernement du Québec à la ville de Salaberry de Valleyfield pour le financement de son service de transport collectif et adapté jusqu'en 2029. La chroniqueuse Isabelle Giard, mais aussi grande utilisatrice des transports adaptés, a rencontré le député et la directrice de la Société de transport de Salaberry de Valleyfield le temps d'une virée. De député provincial de Beauharnois. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, on fait une entrevue spéciale aujourd'hui dans les rues de Salaberry de Valleyfield en transport adapté. Est-ce que c'est votre première fois en transport adapté? Ce n'est pas une première fois pour moi, mais dans un véhicule flambant neuf comme celui-ci et très moderne, c'est une première pour moi. Ben oui, en plus, avec cette belle nouvelle d'aide financière de plus de 85 000 $ pour le transport collectif et adapté, quelles sont les origines de cette aide financière? En fait, c'est un ajout à une somme récurrente qui est versée annuellement à la ville de Salaberry de Valleyfield pour le transport adapté. Le transport adapté est géré, les opérations sont gérées par la Société de transport, mais c'est une somme récurrente de 1,5 million à peu près sur 3 ans qui est versée pour le transport adapté. Et avec ce qu'on a connu il y a quelques années qui s'appelle la pandémie, avec à la fois vous savez, il y a eu les gens ont arrêté de prendre le transport en commun, l'apparition du télétravail, ainsi de suite. Alors, ça fait en sorte que c'était plus difficile pour certaines sociétés de transport. Et le montant de 85 000 s'ajoute au montant récurrent qui est versé annuellement. Alors, c'est une bonification. Donc, j'imagine que cette subvention, elle va rayonner aussi à travers Vaudreuil-Soulanges, à travers toute la région. Bien entendu. En fait, on dessert la Société de transport par le transport adapté, dessert la région de Soulanges et de Beauharnois-Salaberry en partie. Et les enjeux, on parlait d'enjeux tantôt, de territoire, parce que le territoire est grand, donc ça prend quand même un certain nombre d'autobus spécialisés pour desservir l'ensemble de la clientèle. Mais aussi, il y a l'arrivée, le post-pandémie a fait en sorte qu'il y a une croissance démographique sur l'ensemble du territoire. Oui, Vaudreuil a connu une croissance, mais Soulanges en a connu une encore, et la région de Beauharnois-Salaberry également. Il y a l'arrivée éventuelle d'un hôpital à Vaudreuil-Dorion. Il y a l'ouverture de maisons des aînés. Ça crée une demande supplémentaire pour le transport adapté. Puis le gouvernement va devoir en partie répondre à cette demande-là. Il y a aussi ce qu'on constate de plus en plus, c'est le vieillissement de la population. Alors, les besoins sont grands de ce côté-là. Puis, moi, je pense, c'est Claude Reid qui parle, mais il va devoir y avoir une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que le transport adapté soit adapté pour la clientèle et puisse y offrir un service hors pair.
Puis donc, qui sera responsable donc, de cette subvention? Ça va être le transport? C'est bien entendu, c'est la ville de Valleyfield, c'est la ville de Valleyfield qui reçoit la subvention, mais c'est géré par la société de transport qui gère les opérations. Madame Hélène Ouellette, directrice générale du service de transport de Sarah Berry de Valleyfield. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avec cette belle nouvelle de subvention, c'est vous qui êtes responsable là, pour le transport collectif et adapté. Oui, en fait, la Société de transport de Salaberry de Valleyfield gère le transport collectif et le transport adapté. Concernant le transport adapté, on dessert 8 municipalités. C'est la ville de Salaberry de Valleyfield qui est mandataire pour ces 8 municipalités-là. Donc, on fait une reddition de compte une fois par année. On part de Rivière-Baudette, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, les Coteaux-du-Lac, Salaberry de Valleyfield, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas de Cosca. Puis, environ combien d'usagers? Au niveau des personnes déplacées, on déplace tout près de 50 000 personnes par année. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de personnes. De plus en plus, on dessert ce qu'on appelle le hors-territoire parce que ces municipalités-là ne paient pas pour le service en transport adapté. On dessert de plus en plus vers Vaudreuil et puis vers l'île Perrot aussi, en centre de réadaptation. On va à Montréal pour les personnes qui sont en fauteuil aussi, qui sont sans ressources. Donc, on répond vraiment aux besoins des citoyens en termes de transport adapté. On est à l'écoute des citoyens. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est ça, c'est l'expansion, c'est ça, des territoires, les possibilités. C'est ça, de pouvoir réserver, disons, avoir le goût de faire quelque chose en fin de journée, la même journée, d'avoir certaines possibilités, marge de manœuvre, quoi que ce soit. Ça, la flexibilité n'est pas toujours là. Oui, exactement. Ouais. C'est ce que je dirais. C'est pas comme prendre son cellulaire, on l'appelle, puis... Tu me demandais tantôt si on entend parler de transport adapté. Puis au bureau, oui, on a eu quelques appels sur à la fois le service, la disponibilité, surtout dans une période, en fait, qui était post-pandémie, qui posait des problèmes parce que il y a des enjeux de main-d'œuvre. Ça change un peu, ça s'est amélioré, mais il n'y avait pas de chauffeur. Ça posait problème, puis ça faisait en sorte qu'il y avait moins de disponibilité sur le territoire. Ça s'est résorbé un peu, mais tantôt, je ne l'ai pas mentionné en entrevue, mais je parlais avec le cabinet du ministre des Transports pour avoir un petit peu de détails sur les subventions qui sont octroyées, puis on me disait que le programme qui est sur 3 ans, en fait, les sommes qu'on parlait tantôt d'1,5 million, on a ajouté un 85 000 plus un 400 000 de mémoire qui était fait justement pour répondre au post-pandémie, en fait, à la baisse de la clientèle, mais il disait que le programme est reconduit, va être reconduit avec une augmentation des contributions. C'est certain que on ne fait pas des miracles, mais quand même, il y a un besoin qui est là, on y répond en partie. Puis il y a une réflexion qui est faite aussi de ce côté-là, comment, avec les municipalités, bien entendu, qui sont les parents, comment on peut toujours améliorer le transport adapté sur l'ensemble du territoire. Il y a vraiment une collaboration. Surtout en milieu rural, ça aussi, ça pose problème, que ce soit le transport collectif ou le transport adapté. En milieu rural, c'est un enjeu actuellement auquel il faut trouver des réponses, des solutions. Oui, puis ça se trouve au fil du temps, puis avec la collaboration des différentes régions et municipalités. Là, Puis l'anecdote la plus drôle qui t'est arrivée, pourrais-tu me la raconter? Oui, j'en ai. J'étais c'est un des transports, j'ai tout le temps mon sac à dos. Puis j'avais oublié mon sac à dos et il était sur le toit d'un taxi. Puis je m'en suis pas rendu compte avant d'être parti. Donc finalement, il y a quelqu'un qui me l'a rapporté, qui l'a trouvé. C'est bon? Mais oui, ça nous arrive tous des choses comme ça, on dit pas, hein? On dit pas. Oui, qui était resté sur le toit. Donc ça, c'est la plus cocasse qui est arrivée. Je descends ici, Monsieur Reid. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon courage. Lâche pas. C'est super le fun. Puis ça m'a fait plaisir de vous accorder cette petite entrevue. Merci. Au plaisir et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.
Un projet de construction de 32 appartements adaptés à Chandler fait l'objet d'une campagne de financement sous le thème « Ensemble pour un avenir plus inclusif ». Valérie Pinault, de Télévague. Ensemble pour un avenir plus inclusif, c'était le slogan de l'événement afin de faire briller l'organisme Ang Logement, qui était de passage à Chandler pour le lancement officiel de leur campagne de dons en soutien au projet Chandler. Le projet offrira des unités de logement situées à Chandler, spécialement dédiées aux personnes autonomes à faible revenu vivant avec un handicap. La mission d'Ang Logement, c'est de développer et d'offrir du logement abordable et adapté aux personnes qui en ont vraiment besoin, des personnes qui vivent avec un handicap, déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, et également aux personnes âgées qui bénéficient des adaptations et qui ont besoin d'un logement abordable. Ça fait plus de 23 ans que cet organisme-là existe. Combien d'immeubles vous avez offerts? Aujourd'hui, on a 38 immeubles, puis on en a plusieurs en construction qui vont être complétés d'ici l'été 2025. On est à 263 logements, plus qu'une centaine en construction, et on vise d'en débuter un autre 150 en 2025, dont potentiellement celui de Chandler. Votre logo, c'est comme une petite maison entourée d'un cœur. Ça reflète-tu à vos valeurs? Certainement. Dans le fond, Ang Logement, c'est l'immobilier qui fait du bien. Nous, on veut développer de l'immobilier qui redonne l'estime et la dignité aux gens qui en ont le plus besoin. Donc, la maison, le cœur, ça dit tout. Oui, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez constaté l'impact que ça a eu sur des gens, les logements comme ça? Oui, ça a un impact positif qui est très grand. Souvent, les gens sont dans des logements qui ne sont pas adaptés pour eux, où ils ont de la difficulté à accomplir les tâches quotidiennes. Des fois, ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont dans des deuxièmes étages ou qu'il y a des seuils de porte, des marches. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir de chez leurs parents, ne sont pas capables d'aller accéder à leur premier appartement parce que c'est pas adapté, également parce que c'est pas abordable. Les gens qui vivent avec un handicap, malheureusement, ont plus de chances d'avoir des revenus plus faibles que la population en général. Donc, ça augmente le besoin de logement abordable. La statistique qui est sortie, c'est qu'une personne qui vit avec un handicap a 3 fois plus de chances d'avoir besoin d'un logement abordable. Donc, est affectée 3 fois plus par la crise du logement que l'ensemble de la population. D'où un besoin criant auquel on essaye de répondre, du moins en partie. Avez-vous un objectif de logement à créer? Oui, nous, on veut aider 1500 personnes supplémentaires à travers le Québec, personnes ou familles, d'ici 2030. La Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, c'est notre deuxième pôle. On va continuer dans cette région, mais on veut également commencer dans d'autres pôles, ouvrir un 3e et un 4e pôle dans les prochaines années. Avec un objectif ambitieux comme ça, ça prend des partenaires. Oui, mais on est chanceux. On a d'excellents partenaires. Ça commence souvent par les municipalités, puis les communautés, les organismes locaux, les comités de parents, comme celui de Mme Mauger, qui ciblent un besoin et qui viennent nous aider. Mais on est également appuyé par Desjardins qui aujourd'hui a annoncé un don pour le projet, mais également au niveau de nos hypothèques de démarche de construction. Le Fonds de solidarité de la FTQ est également notre partenaire depuis plusieurs années. Avec eux, on a accès à du capital patient. La SCHL vient également nous épauler dans plusieurs projets au niveau de conditions avantageuses. On reçoit également dans de multiples projets des subventions des 2 paliers de gouvernement. Donc, puis on a également toute une communauté de gens, d'organismes qui nous supportent, qui parlent de nous, qui vont aller chercher des dons, aller chercher du support. On a des grands donateurs. Madame Roy a parlé de Thierry Pétry à Gaspé qui a fait un généreux don de 100 000 $. On a également des plus petits donateurs, comme notre donateur anonyme qui nous a fait un premier don, mais tous les dons sont importants, tous les gestes sont importants. Nous, on a vraiment un modèle où ça prend tous ces partenaires-là pour réussir à monter le projet, aller de l'avant, mais surtout d'offrir des logements de façon pérenne qui vont rester abordables pour toujours. C'est quoi l'implication de l'organisme Joie de vivre avec Ang Logement? Bien, je dois dire que avec ma venue comme à la direction de la Joie de vivre, bien là, on s'implique en tant qu'organisme parce qu'à la base, moi, mon implication, c'est vraiment en tant que parent d'un enfant avec besoin particuliers.
Il fallait que le projet parte du milieu. Dans le fond, on s'est créé un comité de parents. Puis, on s'est mis à la recherche de qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans le Québec comme logement, comme formule déjà faite, dans le fond. Alors, en logement, ils prennent du terrain partout au Québec, puis on les a découverts, on les a sollicités, on les a séduits, et puis on a fait nos devoirs en tant que comité de parents. On est allé rencontrer la ville de Chandler pour leur demander un don de terrain, parce que tout bon projet comme ça, les villes doivent être partenaires. Et puis, ils ont accepté. Puis voilà, tout ça découle. Puis la joie de vivre, qu'est-ce que ça fait? Bien, elle est quand même là depuis le début, parce qu'en tant que parents, l'automne dernier, on avait été à la joie de vivre, Dany, l'autre parent et moi, avec l'ancienne direction, pour faire un samedi porte ouverte pour répondre à des questions, parce qu'il nous fallait des noms. En logement, on nous demandait une banque de noms pour pouvoir commencer le projet, puis aussi avoir des partenaires du milieu qui s'affichent avec le projet, qui sont intéressés là, à s'investir. Alors, ça s'avait fait à la joie de vivre. Puis là, c'est ça, moi, ma venue comme directrice depuis septembre, bien, fait que j'ai encore plus d'intérêt à la réalisation du projet, puis il va sûrement en avoir d'autres aussi grâce à la joie de vivre, justement. Connaissez-vous des gens qui seraient intéressés? Ah oui, nous, quand on a commencé à faire des appels avec justement la banque de noms de membres de la joie de vivre, parce que c'était la seule banque de noms qu'on avait accès. Alors, c'est sûr que là, une quarantaine de personnes se sont manifestées et ça continue à se parler. Je reçois des appels régulièrement. Et puis, quand ça va être le temps, justement, de recueillir tous les noms, bien, sûrement que là, il va y en avoir d'autres qui vont se manifester. On n'est vraiment pas inquiets pour pouvoir combler les 32 unités. La campagne démarre bien avec un don de 64 000 $ de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien ainsi qu'un don anonyme de 10 000 $. De plus, la Ville de Chandler a fourni un terrain pour renforcer la réalisation du projet de 32 unités de logement adaptées dans leur localité. Aujourd'hui, c'était quoi la raison de la rencontre? Aujourd'hui, on lançait notre campagne de dons pour Chandler. Donc, on commence à amasser des dons pour le projet de Chandler. On vise à aller chercher 100 000 par immeuble. Donc, pour la phase 1, 400 000 $. C'est bien commencé avec 2 dons importants aujourd'hui. Mais on va également, sous peu, agrandir notre campagne de donation. Nous, on va lancer une campagne de dons de 1,5 million pour cette année pour aller chercher, dans le fond, là, les fonds qu'on a besoin pour faire de multiples projets là, en 2025 et en 2026 à travers le Québec. C'est quoi le commentaire d'un de vos locataires qui vous a le plus touché? Il y en a plusieurs, mais il y a un à qui je pense, c'est vraiment, il allait arriver dans son appartement puis il disait « Hey, maintenant, j'ai le plus bel appartement de ma famille puis c'est moi qui vais recevoir à Noël. » Il était tellement content, c'était contagieux. Ça, c'est un commentaire. Mais tantôt, je vous ai lu aussi la lettre de Magali, qui est une jeune déficiente intellectuelle qui a rêvé d'avoir cet appartement-là pendant 3 ans puis qui a pris la peine de venir nous lire une lettre, même si c'était très difficile pour elle, elle est très timide, parce qu'elle voulait nous remercier, parce que son rêve s'était réalisé. On est chanceux de voir l'impact qu'on a. Pour nous, c'est une récompense. C'est ce qui nous motive à en faire plus parce qu'on veut aider plus de personnes. On veut redonner la dignité. Des fois, on ne réalise pas combien on est chanceux, mais un logement, c'est la base de l'estime de toi, c'est la base de la dignité, puis on pense que tout le monde y a droit, peu importe sa condition. Bien, merci beaucoup et bravo pour votre initiative. Merci, merci. Aubert Tremblay de CJSR a rencontré les promoteurs du projet Une immersion pour tous, qui vise l'intégration de personnes handicapées dans la Ligue d'improvisation locale. Bien, c'était à l'Expo de Donnacona. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Maggie Perron de la Fondation Gravir. Dans son kiosque, il y avait un petit bonhomme qui s'appelait Théo. Puis, j'ai rencontré sa maman, puis se rendre compte qu'il y avait un gars qui faisait de l'improvisation avec nous autres à l'IPA, qui est Michael, qui est dans la même famille. Puis là, bien, je dis, pourquoi on ne ferait pas un mix? Fait que là, la maman Théo et Maggie me disent, bien, pourquoi on ne pourrait pas rencontrer les gens de l'IPA puis faire peut-être une connexion? Bon, on ne savait pas le tournant un peu que ça allait prendre, parce qu'avec Maggie, on aimerait savoir peut-être un petit 3-4 minutes pour expliquer c'est quoi Gravir, puis l'association. Puis, fait que là, j'ai dit à Maggie, bien, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais je vais amener ça à Danick, à Saint-Raymond, à l'IPA, pendant quelques mois. J'entends pas trop parler.
Ça a couvé, quoi. Ça a couvé. Et là, Danick nous amène l'idée qu'il pourrait peut-être avoir un mix avec l'APHP, puis bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, puis ça serait cool. Puis là, Mme Roxane Soligny, qui est directrice de l'Association des personnes handicapées, là, elle amène l'idée peut-être un match d'impro. Fait que là, c'est un méga défi pour notre groupe de dire, bon, est-ce qu'on va être à la hauteur dans la situation? Fait que moi, j'ai fait mes petites recherches. Puis, j'ai trouvé... J'ai trouvé en réalité qu'à Québec, il y en avait déjà eu une ligue d'improvisation. Fait que j'ai trouvé l'idée super bonne parce que... À Québec, tu dis? À Québec, oui. Il y a déjà une ligue d'improvisation qui se fait avec les personnes neurodivergentes à handicap. Donc, on a creusé pour que nous, ça vienne à Port-Neuf. Donc, j'ai pris contact avec M. Danick Julien, que lui a été réellement un pont. Fait que de là est né le projet culturel Une immersion pour tous. Bien là, j'ai dit, je vais lever ma main, je vais m'occuper de ça. Au niveau de la LIPA, j'ai dit, je voulais pas être front caméra, c'était pas mon désir. Parce que, et voilà. Puis Marc, il est arrivé comment là-dedans, lui? Marc, Monsieur Duval, Monsieur Duval est arrivé dans le contexte parce que Marc, je le connaissais déjà. C'était une personne que je côtoyais déjà avant. Puis je le savais qu'il y avait une belle salle, qui est la Sapristie, au relais de la Pointe aux Écureuils, ici à Donnacona. Donc, puis je sais aussi qu'il faisait de l'improvisation. Puis je le sais que Marc, c'est un homme aux 1001 projets. Donc, ça m'a pas gêné de l'approcher pour lui dire « Hey Marc, ça te tente-tu d'embarquer dans ce beau projet-là? C'est nouveau, c'est un nouveau contexte. On veut faire rayonner Port-Neuf, on veut faire rayonner les personnes neurodivergentes, on veut de l'inclusion sociale. » Juste avec ça, il était comblé. Comment t'as réagi, Marc? Ben écoute, moi, j'ai accueilli ça, ce projet-là. Nous, écoute, la salle ici, la Sapristie, on veut faire des projets pour tout le monde, très, très inclusifs. Et puis, donc, quand Roxane est arrivée avec ce projet, j'ai dit, ben parfait, on embarque, puis go. On réserve une date, puis on a trouvé ça. Hein? Oui. Un beau travail d'équipe. Ce qui était remarquable, c'est que les gens avec qui j'ai levé la main, puis que j'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir des gens pour me donner un coup de main. On ne sait pas trop ce qu'on va monter. Puis à la fin de compte, on va monter un match d'impro, d'improvisation avec les gens de l'APHP. Et de voir que les gens, chaque personne, avec quelqu'un dans sa famille, de près ou de loin, ou qui avait été, par exemple, j'ai une personne dans le groupe qui était 3 ans à travailler avec une petite fille qui était neurodivergente, de l'accompagner. D'un autre, c'est son oncle, d'un autre, c'est son enfant. Fait que toute cette chimie-là a créé quelque chose de très, très, très humain. Et c'est le but de cette journée-là. Tous les enfants de la région neurotypique, là, ils peuvent s'inscrire à des activités n'importe où. OK, le transport est comme moi un enjeu. Par contre, pour les personnes de région qui sont surtout avec un handicap, des fois, les transports, c'est un petit peu plus difficile à avoir accès. Donc, les activités sont un petit peu plus difficiles aussi à accéder. Beaucoup de gens sont obligés de partir de Port-Neuf, aller à Québec. Et c'est pas juste d'aller à Québec à tous les jours ou à toutes les semaines. C'est que ces gens-là grandissent, qui arrivent à 15, 16, 17, 18 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans, et les ressources sont où? Et l'inquiétude des parents de voir quand mon enfant va avoir 20 ans, qu'est-ce que je vais faire? Quand il va avoir 21 ans, qu'est-ce que je vais faire? Des ressources, ils n'en auront plus. Et je crois que dans Port-Neuf, il devrait y avoir une conscientisation incroyable pour justement que ces parents-là ne soient pas laissés à eux-mêmes. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi avoir 24 heures sur 24 et de travailler 24 heures sur 24, de penser 24 heures sur 24 quand on a des enfants neurodivergents ou qu'on a besoin d'aide. Moi, j'en connais beaucoup des jeunes. Avec Roxane, on les a côtoyés lorsqu'elle travaille avec elle déjà. Donc, alors, j'en connais quand même pas mal. Là, puis moi, je suis content qu'on puisse accueillir ces jeunes-là ici, là, puis les adultes également. On a juste à regarder autour de nous, puis on voit juste une personne en chaise roulante, puis on est mal à l'aise face à ça. Fait que c'est un peu cette journée-là que je veux vraiment faire, que, ben non, c'est des gens qui font partie de notre vie, de près ou de loin, qu'on peut changer des choses. Changer des choses pour ces gens-là, changer des choses pour les parents, changer des choses pour les frères et sœurs, et de faire que, OK, on va amener, et là, on va faire un match d'impro, ce qui va être magnifique. Nos membres ont hâte. Ça, je pense que c'est vraiment, ça va upgrader. Tu sais, les parents vont pouvoir aussi encourager leur enfant, là, avoir le sentiment
de confiance en eux, d'estime de soi, la réalisation de soi aussi. Et comment ça va marcher? Ben, alors, comment ça va marcher? Ici, en plein milieu, on va faire l'improvisoire. Donc, les gens vont pouvoir, ici même, pouvoir jouer à l'improvisation. La foule va être en plein milieu et puis toute l'équipe technique va être sur la scène pour pouvoir donc animer cette improvisation-là, cette joute-là qu'on va faire avec les jeunes. Ouais. Et toi, tu vas être animateur, j'imagine? Ben écoute, je vais m'impliquer effectivement comme animateur, je vais accueillir les gens, je vais être maître de cérémonie si on veut. C'est sûr qu'il y a des membres qui veulent pas nécessairement d'être sur scène. Donc, on leur permet de faire autre chose. Ça peut être justement tenir le bar, ça peut être arbitre, ça peut être juste... Distribuer les cartons à l'entrée. Exactement, distribuer les petits cadeaux, faire l'accueil, d'être juste participant comme spectateur aussi, ils ont le droit. T'sais, comme je parlais avec Mme Souligné de l'APHP, elle a dit, les gens qui vont être là, ils vont être un peu stressés, ils veulent être à la hauteur. Ben nous aussi, on veut être à la hauteur. Fait que c'est un bon mélange. On sent un échange de malaise, mais en même temps de vouloir faire le projet tout le monde ensemble pour dire qu'est-ce qu'on va amener. Le Centre d'action bénévole de la Métis organise des activités de jumelage sous le thème des visites amicales afin de recruter des bénévoles. Marc Després, de la télévision de la Métis. Eh bien, on se trouve au Centre d'action bénévole de la Métis parce que, bon, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, je pense que c'était la première hier, donc des visites amicales. Donc, c'était une rencontre là, qui permettait aux gens de devenir bénévoles. Oui, alors on a rencontré à la fois des bénévoles qui sont déjà chez nous et aussi des gens qui étaient intéressés à le devenir. Alors, c'était une rencontre vraiment conviviale pour d'abord apprendre à se connaître, mais aussi donner de l'information sur c'est quoi le bénévolat en visite amicale. Et à ce moment-là, donc, on avait 8 personnes, donc un petit groupe. Je pense qu'à quelque part, c'était avantageux parce que ça devient très convivial. Oui, c'est ça. On voulait que ça soit convivial, on voulait que ça soit rassembleur, que les gens aient le temps de poser des questions, mais aussi qu'on ait du temps aussi pour leur répondre à leurs questions. Fait que je pense que c'était un échange là, qui se voulait amical sans faire un jeu de mots avec visite. Et à ce moment-là, donc, c'est nouveau, c'est ça? Oui, absolument. En fait, pour nous, c'est important la formation de nos bénévoles. Puis, c'est important aussi que les gens puissent apprendre à se connaître entre eux, apprendre à connaître nos visages à nous aussi, si jamais ils ont des questions, si jamais ils veulent se référer à nous pour quoi que ce soit. Fait que ça permet d'avoir un premier contact, puis aussi de discuter ensemble des expériences. Donc, des bénévoles qui ont déjà fait des visites amicales, qui nous apportaient des exemples, qui nous apportaient justement des histoires de leurs expériences super intéressantes. Donc, pour les personnes nouvelles, c'est vraiment intéressant, là. Et bon, c'est quoi exactement une visite amicale? Bien, en fait, une visite amicale, c'est un jumelage qu'on fait avec un aîné principalement ou quelqu'un qui a un profil gériatrique. En fait, un profil gériatrique veut dire une personne qui n'est pas âgée de 65 ans et plus, mais qui présenterait là, des problèmes physiques ou cognitifs. On fait un jumelage entre deux personnes, entre un bénévole et un bénéficiaire, et puis la personne va directement à domicile ou en résidence privée pour aînés. Et puis là, ils passent 1 heure ensemble, 1 heure à 2 heures maximum, pour échanger, parfois aller prendre une marche. Ça peut faire du casse-tête, des jeux de stimulation physique ou cognitive. Ça peut être de façon hebdomadaire, 1 fois par mois aussi, selon la disponibilité des bénévoles, mais aussi la demande des familles ou des bénéficiaires. Et est-ce que le service, à ce moment-là, est à la grandeur du territoire? Oui, on couvre encore là, autant pour tous nos services, là, on couvre les 16 municipalités de la Métis. C'est un service gratuit en plus. Fait que je pense que c'est important de le mentionner. Et il faut aussi mentionner, bon, les personnes qui rendent visite, là, sont pas là pour aller faire du ménage, puis aller faire des tâches, là. Non, c'est ça. En fait, les gens, ils ont déjà souvent des services complémentaires à nous. Donc, le CLSC va être impliqué, les bourgeons de la Métis, par exemple, qui vont s'occuper des tâches ménagères, qui vont donner un coup de main au niveau de la médication, des soins plus physiques, peut-être. Donc, ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est plus une présence, c'est plus de changer les idées de la personne, d'avoir des discussions avec eux qui sont stimulantes, de faire des jeux, d'aller prendre une marche. Donc, c'est vraiment plus la chaleur humaine là, qu'on recherche ici, là.
Et il faut dire aussi que le tout, les échanges demeurent confidentiels, donc il y a des responsabilités là, à respecter. Bien, c'est ça qu'on présentait aussi hier après-midi, c'est nos rôles en tant qu'organisme, mais le rôle aussi des bénévoles. Des fois, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui veulent aider, mais c'est où ma limite en tant que bénévole? Ce n'est pas des professionnels de la santé non plus. Parfois, ils ont fait d'autres métiers dans leur vie. Fait que c'est important aussi d'exposer ça, ces rôles et ces responsabilités-là, de se sentir bien. Puis nous, on travaille dans le jumelage, entre autres. On essaie que les gens soient bien, puis qu'on y va selon leurs intérêts et leurs aptitudes personnelles. Et justement, quelle aptitude ça prend? Bien, moi, je pense qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Bien, je pense que les gens, il faut qu'ils soient en mesure d'entendre, tu sais, la personne. Ils sont nos yeux et nos oreilles aussi, en fait. Fait que des fois, il y a des changements chez les personnes. Puis les bénévoles peuvent nous apporter un peu le topo de comment ça se passe aussi à domicile pour ces gens-là. Ils sont là aussi pour... Fait que, dans le fond, je pense que c'est quelqu'un qui est attentif, là aussi, que ça prend quelqu'un qui est bienveillant aussi envers une personne, puis qui veut simplement rentrer en contact avec des aînés parce qu'ils ont une approche facilitante, là. Et à ce moment-là, donc, on en parlait hier, depuis la pandémie, bon, il y a des gens qui reçoivent un peu moins de visites, donc cette visite-là devient très importante. Ben oui, tout simplement. Là, il y a des gens qui nous nomment que la visite amicale est leur seule visite de la semaine. Puis, c'est ça, on trouve ça important. Puis oui, ça a été prouvé. Là, il y a eu statistiquement parlant, oui, merci. Ça a été prouvé là, que ça a eu un impact direct chez les aînés, là, l'isolement. Et à ce moment-là, bon, si quelqu'un serait intéressé, comment ça fonctionne? Bien, en fait, ça va passer par moi d'abord. Alors, moi, je m'occupe de l'inscription de la personne. Les gens peuvent m'appeler, prendre rendez-vous avec moi. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec la personne, bien, sont où vos intérêts au niveau du bénévolat? Parce qu'on a quand même plusieurs secteurs de bénévolat. Donc, ça se peut que les gens arrivent avec une idée en tête. Là, et moi, j'aimerais ça faire ça. Puis finalement, hey, tu me parles de l'autre secteur, puis ça m'intéresse aussi. Donc, moi, je vais regarder vos disponibilités. C'est quoi que vous avez à offrir, en fait? C'est quoi vos besoins à vous aussi? Ensuite, on procède à quelques signatures. On a quelques formulaires qui ne sont pas très compliqués aussi à remplir, dont le code d'éthique. C'est important pour nous quand même que les gens puissent bien respecter le fonctionnement. Et ensuite, là, moi, je fais le lien avec la coordonnatrice du service. Donc, dans ce cas-ci, pour les visites amicales, c'est Annie. Puis voilà, après ça, la personne est dans le processus. Puis on peut toujours faire des suivis avec les personnes pour voir comment ça se passe aussi. Et ce fameux code d'éthique-là, à ce moment-là, il est autant remis à la personne qui va recevoir le bénévole que le bénévole lui-même. Oui, dans le fond, les deux parties ont des limites, des règles à respecter, tout simplement pour que les deux personnes puissent se sentir bien là-dedans aussi, pour que la visite amicale soit agréable, que les gens se sentent confortables, qu'il n'y ait pas trop de questionnements. Puis on est toujours là aussi pour supporter à la fois le bénéficiaire et le bénévole. Et à ce moment-là, donc, on peut s'inscrire dès maintenant? C'est à longueur d'année, quoi? Bien oui, en fait, là, c'était un petit peu pour ça qu'on faisait une rencontre d'information. Bien, Kylian l'a nommé un peu. On voulait créer un échange. On voulait que les bénévoles qui sont déjà impliqués donnent un peu le pouls de comment ils vivent leur visite pour inciter d'autres bénévoles qui ne connaissaient pas le service. Fait que c'est ça que ça se voulait aussi un peu la rencontre, de trouver de nouveaux bénévoles parce qu'on est toujours à la recherche. C'est un service qui est grandement en demande parce que les intervenants sociaux nous font souvent des demandes. Les familles aussi, parce que les visites amicales peuvent apporter une forme de répit. Fait que le service est en demande et puis fait que je trouverais ça important que les gens se donnent un petit peu un rôle de se dire qu'ils pourraient aider un voisin, une voisine, mais juste un inconnu aussi en venant s'impliquer ici. Puis des fois, c'est 1 heure, 2 heures par semaine. Ça ne demande pas un grand degré d'implication, mais ça fait toute la différence auprès de sa communauté. Puis les gens peuvent s'impliquer aussi s'ils se sentent à l'aise dans leur municipalité. Mais ils peuvent si la personne vient de Sainte-Luce, bien, elle peut s'impliquer dans son milieu. Si elle veut se promener sur le territoire, on n'est pas fermé à l'idée non plus. On défrait les frais de déplacement. Mais c'est certain que si les personnes veulent s'impliquer dans leur communauté parce que c'est ça qui en ressentent le besoin, bien, on fait le jumelage en conséquence, là. Et on appelle ici au Centre d'Action bénévole? Oui, donc au 418-775-4144. Mon poste à moi, c'est le 224. Lui, Annie, c'est 225. Bien, on espère que les gens vont embarquer en grand nombre et puis qu'on saura satisfaire à la demande. Merci à vous deux. Bien, merci, Marc.
Afin de souligner la 19e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes, Mathieu Larivière de TVCO s'est rendu au Centre communautaire Pro-Santé de Baie-Saint-Paul. On écoute son reportage. La 19e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes se tient cette année entre les 23 et 29 mars 2025. TVCO a rencontré une employée et des bénévoles du Centre communautaire Pro-Santé afin d'en apprendre davantage sur ce service de proximité dans notre région. La popote roulante, ça fait vraiment plusieurs années que ça existe. Dans le fond, c'est un service qui est essentiel. Ça consiste à la livraison de repas chauds à domicile. Donc, on livre soupe, repas principal, dessert à chaque aîné inscrit. Puis, on couvre tout Charlevoix-Ouest là, pour l'ensemble de nos services. Donc, on va à Saint-Hilarion, à Saint-Urbain, aux Éboulements, Baie-Saint-Paul. La coordonnatrice explique que la logistique de livraison de la nourriture est bien organisée. J'ai 5 circuits, donc les mardis, jeudis. Alors, j'ai besoin quand même de plusieurs bénévoles, livreurs, donc j'en ai environ presque 15, là, parce qu'il y en a qui livrent le mardi, le jeudi. Donc, on a un circuit établi selon les gens, et puis on va de porte en porte pour livrer les repas. C'est sur l'heure du dîner, entre 11h et midi. Un couple de bénévoles qui participent à la popote roulante témoigne de son expérience. Moi, je trouve ça plaisant de le faire. Tu sais que tu rends service beaucoup. Parce que c'était beaucoup de gens, pas tous, là, mais tu as beaucoup de gens qui sont vraiment pas capables de se déplacer, ont de la difficulté à marcher. Donc, faire à manger, c'est un peu pareil, hein, c'est la même affaire. Et le fait aussi que les gens, bien, quand ils voient quelqu'un, ça leur donne la chance de parler. Ouais, des fois, c'est peut-être la seule personne à qui ils vont pouvoir jaser dans leur journée. Ça fait que ils nous accueillent avec le sourire dans ce temps-là, c'est sûr. Là. Bonjour, bonjour. Monsieur, bonjour. Voilà, mon cher monsieur. Bonjour. Les repas qui sont livrés aux personnes aînées au coût de 9 $ sont préparés par un partenaire du centre communautaire. C'est le IGA, qui est notre service de traiteur. Donc, c'est eux là, qui font les menus. C'est sûr qu'ils savent là, que c'est une clientèle aînée. Fait qu'on adapte les choix pour que ce soit des choses qu'ils aiment, des bons repas traditionnels, réconfortants, nutritifs. Puis, le menu sort environ 2 mois. Il faut que ce soit varié aussi parce que j'ai des gens qui sont inscrits de façon régulière à l'année. Et puis là, vous en avez combien à livrer aujourd'hui? 71 aujourd'hui. C'est une semaine assez typique, là. Ça peut monter à 80-90, là, mais aujourd'hui, on a 71. Ça dépend des besoins des gens à domicile. Qu'est-ce qu'ils demandent? Mélissa Pilote précise que ce service contribue au maintien du filet social dans notre région. Au-delà du repas chaud aussi, au-delà du bon repas, c'est aussi, tu sais, les bénévoles, c'est une chaleur humaine. Les gens viennent, puis ils cognent à la porte, puis, tu sais, ils donnent le repas. Puis c'est un rôle de vigie aussi parce qu'il y a des gens, bon, il y a des aînés qui sont encore capables de cuisiner, qui peuvent s'inscrire à la popote. Hein? C'est pas dédié juste aux gens qui sont en perte d'autonomie. Ça, c'est bien de le spécifier. Nos critères, c'est 65 ans et plus, mais je peux aller même en delà de ça parce que, mettons, quelqu'un qui serait en convalescence, qui aurait eu une maladie, momentanément n'est pas en mesure de se faire à manger pour des problèmes de santé ou un proche aidant qui aurait besoin de répit. Tous ces critères-là rentrent en ligne de compte aussi. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Voilà vos 2 repas, mon cher monsieur. Ah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, moi aussi. Je vais pouvoir avoir avec salut. Bye. Bye. Vous recevez donc des repas de la popote roulante? Oui, oui, j'en reçois, oui. Et puis, comment est-ce que vous vous sentez lorsque les gens viennent livrer ces repas-là à votre habitation? Et moi, je suis bien contente de les recevoir, les repas. Ça m'aide beaucoup.
Le Centre communautaire ProSanté estime que les bénévoles jouent un rôle d'envergure pour ce service. Le service ne pourrait pas exister sans eux, ça c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je suis un employé, on est à peu près 3 employés qui gravitent autour du service, mais au-delà de ça, c'est presque une vingtaine de bénévoles, là. Fait que, tu sais, c'est à bout de... Tu sais, c'est eux, là, qui maintiennent ce service-là, là. Ce qu'ils nous donnent de plus précieux, c'est leur temps, puis leur bienveillance, parce que ça, tu sais, c'est un don de soi, là, parce que les gens, ils l'attendent, le repas, sont contents de les voir, puis ils s'attachent aussi. Vous allez entendre différents témoignages aussi. Moi, je trouve important de mettre en lumière ce beau travail-là qu'ils font, les bénévoles. Une famille de Saint-Urbain explique pourquoi elle a décidé de mettre la main à la pâte. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire du bénévolat aussi quand j'étais jeune, puis ça m'a inspirée. C'est toujours resté en moi comme quelque chose d'important. Puis quand on a eu cette opportunité-là, bien, je trouvais que c'était des valeurs que j'avais envie de transmettre à mes enfants, l'importance de prendre soin, puis de donner de son temps, puis tout ça. Puis, bien, je pense que c'est aussi un apprentissage, tu sais, nous, on reçoit aussi beaucoup de ça, là, le plaisir de rencontrer des gens, tu sais, les échanges et tout ça. Fait que je pensais que c'était important pour tout le monde. Je te demanderais à toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de cette activité-là quand tu viens avec tes sœurs, ta maman? Ben moi, c'est surtout rencontrer des nouvelles personnes, puis donner les plats. Puis dès les premières fois, on a eu du monde qu'on aimait ça, aller, qu'on aimait avoir des discussions avec eux, puis que, tu sais, ben pas tout de suite, mais après, genre à Noël, on s'échangeait des cartes, puis c'est quand même vraiment vivant, puis c'est le fun, puis... Il y a un lien qui se crée, donc, avec ces personnes-là. Ouais. La coordonnatrice du soutien à domicile lance un appel à la population pour les mois à venir. Que les gens aient envie d'aller faire du bénévolat, tu sais, parce qu'on a toujours besoin, la demande est en pleine croissance tout le temps. Puis l'été également, j'ai plein de bénévoles qui s'absentent, qui partent en vacances, en voyage. Fait que j'ai besoin de bénévoles remplaçants aussi, donc on a toujours besoin de bénévoles. Et puis toi, tu es la plus jeune bénévole du centre communautaire, est-ce que j'ai compris? Oui. Et puis qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à ça? J'aime beaucoup la popote roulante. Merci à tous! Merci! Merci! Geneviève Cyr de la télévision régionale des Appalaches a organisé un hommage surprise à l'une de ses plus fidèles bénévoles, Mme Thérèse Sheffield. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Geneviève et j'ai la chance d'être avec Mme Thérèse Sheffield. Thérèse est l'animatrice de l'émission Rencontre depuis plusieurs années. Donc, elle va nous expliquer un peu c'est quoi son implication et ses engagements au sein de notre télévision. Donc, bonjour Thérèse, merci. Bonjour Geneviève. Merci d'être avec nous. Oui, je vais dire ça après. Oui, merci. Ça me fait plaisir que tu sois là. Dans le fond, toi, tu es l'animatrice de Rencontre depuis déjà plusieurs années. Ça va faire 8 ans que je suis animatrice, oui. Puis, dans le fond, le mandat de cette émission-là t'a probablement été confié parce que tu es une amoureuse des gens de notre région. Donc, toi, tu viens d'un autre endroit, mais tu as vraiment adopté notre communauté. Puis, tu as toujours travaillé pour la faire découvrir. Oui, ça c'est vrai. Je suis née aux États, dans l'État de Kansas et tout ça, mais ça fait plusieurs années que je suis ici. Je suis ici depuis 1969, donc ça ne date pas d'hier. Puis oui, pour l'émission, je peux dire oui, ça fait longtemps que je suis impliquée, puis j'essaie de participer de différentes façons, mais c'est sûr que animer une émission, ce n'est pas mon idée. J'avais présenté une idée à Pierre Sévigny à un moment donné parce qu'il y avait de plus en plus des immigrants qui arrivaient, puis je pensais que ce serait intéressant peut-être d'avoir ce qu'on appelle en anglais town hall meeting, une assemblée publique où les gens de Thetford pouvaient rencontrer les immigrants puis avoir un échange, puis une discussion pour être capable d'accueillir les gens avec plus de facilité puis compréhension. Alors,
finalement, c'était pas ça de tout. Pierre est revenu parce que Karine Soares, qui était directrice avant, elle avait peut-être trop de choses, trop d'assiettes pleines, et elle voulait décharger peut-être un peu. Donc, elle avait l'émission Rencontre, et elle a passé le flambeau. Et c'est moi, j'ai décidé que même si c'était un peu en dehors de mon zone de confort, j'étais prêt à relever le défi. Bien, pour moi, c'est un plaisir de collaborer avec toi. Puis, je pense qu'il y a d'autres gens de notre communauté qui seraient en accord avec moi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va les inviter à rentrer avec nous parce qu'il y a des gens qui voulaient te faire un petit hommage. Hein? Oh oui! Allô, Thérèse! Bonjour, Thérèse! Vraiment, Thérèse, au nom de toute la communauté, nous tenons sincèrement à te remercier pour vraiment ton implication et surtout pour avoir été cette pionnière modèle dans notre communauté. Et à l'occasion de la clôture du mois de Noir, nous te dédions vraiment ce moment et nous témoignons notre amour, notre affection et tu es un modèle pour nous. Alors nous tenons vraiment à cette occasion à le souligner vraiment en grand devant la caméra, devant le monde entier. Montrer vraiment que tu comptes beaucoup pour nous et nous te remercions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire. Nous te remercions, Thérèse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le prix Femme inspirante noire l'année passée. Et cette année, pour moi, tu es la femme inspirante noire des Appalaches, de notre région. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument à être là. Parce que Thérèse, c'est une personne, une femme dynamique, une femme d'une détermination incroyable. C'est pour ça aujourd'hui on voulait devant tous les téléspectateurs te dire merci. Merci d'avoir tracé la voie pour nous, pour nos enfants. Merci d'avoir montré un modèle d'immigration exceptionnel. Pour nous, si on est là aujourd'hui, c'est parce que Thérèse t'a semé des graines et c'est grâce à ça que nous, aujourd'hui, on ose aussi s'impliquer. Donc, au nom de toute la communauté afrodescendante de Tepformais, nous te disons merci beaucoup. Wow. Il y a d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup, Thérèse. Et moi, je t'ai beaucoup suivi avec tes vidéos. Merci d'impacter des vies. Merci d'écrire une histoire pour des générations futures. En tout cas, merci et longue vie à toi. Ok, moi c'est Dieudonné et depuis fort longtemps, j'ai vu son dynamisme. Elle a fait beaucoup de choses. Donc, et elle a été très gentille envers tout le monde. Et je pense que c'est une bonne route qu'elle a tracée parce qu'elle a laissé une bonne image des immigrants ici. Et si aujourd'hui les gens nous respectent, je pense que c'est ce qu'elle a fait, c'est ses fruits qu'elle a laissés en dehors de ça. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. Et nous voulons te rassurer, Thérèse, que nous allons continuer dans la même lancée pour garder ces mêmes images, l'image que ce chemin que tu as préparé, je pense que nous allons de plus en plus le baliser et conserver cette image. Et ce sera pour toi un beau cadeau dans les années à venir. Tu ne seras pas déçu surtout de nous. Et en parlant de cadeaux, on ne va pas te laisser placer un mot parce qu'on sait que... En parlant de cadeaux, on a quelque chose de très précieux pour nous qu'on va te remettre aujourd'hui devant tout le monde. Ça s'appelle le tableau de la mémoire collective afrodescendante. Et ce tableau-là, on te l'a confie parce que tu mérites, Thérèse. Moi, quand j'ose m'impliquer aujourd'hui dans notre région, c'est grâce à toi. Je te suivais, tu me donnais des conseils. Et donc, on va aller chercher le tableau. C'est pas bien noir. My God, c'est de toute beauté. Cette femme, c'est comme je dis, le tableau, ça s'appelle la mémoire collective afrodescendante qui a été créée par une entreprise qui s'appelle Semour Création. Ce sont des artistes africains qui l'ont fabriqué à la main. Et qu'est-ce que ça symbolise? Une femme puissante, une femme résiliente, une femme qui rassemble, une femme qui mobilise, une femme qui porte cette mémoire collective. Et grâce à ce tableau, nous, on va te laisser notre empreinte
pour te dire merci. Merci. À chaque fois que tu vas regarder ce tableau, c'est toute la communauté afrodescendante qui te regarde aller, qui admire ton dynamisme et ta résilience. Merci beaucoup, Thérèse. Merci, Thérèse. Merci, Thérèse. Merci. On va te laisser parler. Merci à vous autres. C'est pas la première fois que tu me fais jouer un tour. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.